c'est ça le paradoxe. C'est que Oui. ça te fait. En fait, moi, c'est ça que je trouve paradoxal, c'est que ça ne te fait pas gagner. C'est-à-dire que tu as des pratiques criminelles qui, malheureusement, fonctionnent et que vont utiliser certains États. Typiquement le génocide. Le fait de massacrer systématiquement ton adversaire a été utilisé de manière très efficace par les Mongols, a été utilisé pour parler de la Première Guerre mondiale de manière très efficace par les Turcs en Arménie. Et ben justement, très bonne transition, parce que c'était de ça dont je voulais vous parler. Waouh. Figurez-vous, puisqu'on est sur les trucs très réjouissants, en 1915, en septembre plus précisément, commence le génocide arménien. Oui. Voilà. C'était juste pour vous donner un petit peu de plaisir, parce que voilà, je me suis lancé dans une petite chronique. Je t'ai un peu coupé la parole, hein, désolé. T'as sauté sur la transition. C'est trop belle, quoi. Faut pas que je la saisisse. Mais oui, effectivement, tu as raison. Le génocide comme arme de guerre, hein, d'ailleurs, on s'en sert encore aujourd'hui en Afrique. On parlera de viol, mais le génocide fait partie de. Enfin, le viol fait partie des génocides, puisqu'il contribue à faire disparaître tout un peuple ainsi que sa culture, donc des autodafés sont organisés. Et en 1915, en Turquie, l'Empire ottoman, va se jouer un drame dont nous avons encore les conséquences aujourd'hui, et qui n'est pas si vieux que ça. On rappelle que c'était au XXe siècle, que c'était juste le siècle dernier. Oui, ça a 120 ans. Voilà, ce n'est pas si vieux que ça, et que c'était pas le dernier génocide. Voilà, on embrasse très fort les Palestiniens, et on leur envoie beaucoup de force, bien entendu, qui eux aussi sont en train de vivre ce massacre, et honteusement, et dans le silence ahurissant et assourdissant des grandes puissances, puisque du coup, c'est ce qui s'est passé en 1915, lorsque l'Empire ottoman décide de littéralement mettre aux arrêts un peuple entier, les Arméniens, qui vont en l'espace d'un an voir leur population réduire de moitié. Alors pour illustrer mes propos, à la base je voulais faire une sorte d'étude de corpus, parce que je travaille dans un collège, et donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils étudient nos chères têtes blondes, puisque la Première Guerre mondiale est au programme de nos chers troisièmes, et en le feuilletant, parce que là-bas je voulais parler de ça, en le feuilletant, j'ai pas trouvé spécifiquement de choses dédiées à 1915, voilà, c'est englobé plutôt dans une espèce de grand corpus général sur ce qui s'est passé pendant les grandes étapes de la guerre, entre 14 et 18, ce qui s'est passé à l'arrière du front, mais dans certains cahiers qui datent pour certains de 2002 et pour certains de 2006, il y a une étude de cas qui parle du génocide arménien. À grand renfort de cartes, de mouvements de population, mais également de témoignages, et notamment d'un petit télégramme. Voilà, on va faire une petite analyse de documents tous ensemble. Donc un télégramme qui a été mis le 15 septembre 1915 par Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur ottoman de l'époque, envoyé au gouverneur de la province d'Alep, des provinces qui a d'ailleurs le plus accueilli, on va dire, de déportés, et donc du coup être des acteurs majeurs de l'extermination systématique des Arméniens. Je vous lis ce télégramme, voilà, qui va, j'espère, vous faire passer une bonne soirée ensuite, bien entendu. Âme sensible, tout de même, je fais un petit trigger warning, âme sensible, s'abstenir. Ok. Il a été précédemment communiqué que le gouvernement a décidé d'exterminer tous les Arméniens habitant en Turquie. Ceux qui s'opposeront à cet ordre ne pourront plus faire partie de l'administration. Sans égard pour les femmes, les enfants, les infirmes, quelque tragiques que puissent être les moyens de l'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. C'est un télégramme officiel qui a été envoyé par le ministre de l'Intérieur au gouverneur de la province d'Alep le 15 septembre 1915. Je trouve ça fort de café. Parce que les mots me manquent, globalement, pour vous dire l'infamie de pouvoir envoyer un tel message. Alors pourquoi les Arméniens ont été à ce point stigmatisés ? En fait, en 1908, un parti va arriver, pareil, là je suis en train de lire littéralement le manuel qu'on apprend en troisième. Les Arméniens sont une ethnie chrétienne, dans un pays majoritairement dominé par les musulmans. Et en fait, en 1908, un parti, légèrement extrémiste, le parti des jeunes Turcs, arrive au pouvoir dans l'Empire ottoman. Et en 1913, l'Empire ottoman doit se retirer dans les Balkans. On l'a évoqué précédemment justement sur les conflits qui ont eu lieu aux Balkans, plus précisément dans la région du Caucase. Et bizarrement, et c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà vu par le passé, ou plutôt par le futur en l'occurrence, et lorsqu'on a une défaite, il faut blâmer quelqu'un. Alors, dans les années 30, on va blâmer les Juifs du côté des Allemands, et on va dire que c'était leur faute si on a perdu la guerre. Et les Turcs, eux, ils vont blâmer les Arméniens, parce que c'est eux qui leur volent leur travail et qui leur volent leur richesse. Donc, on va organiser un génocide et un massacre systématique et systémique par en fait les autorités ottomanes, puisque à partir de octobre 1914, l'Empire ottoman rentre en guerre, et en fait on va parallèlement à ça, à partir de 1915, de avril à juillet, massacrer et déporter des populations entières d'Arméniens.
dont voici, dont voici une petite estimation des chiffres. Alors, les chiffres datent de 1915, hein, donc ils ne sont pas très actualisés, mais encore une fois, ce sont des vieux livres d'histoire qui sont encore aujourd'hui utilisés par l'éducation nationale. Le manque de moyens, tout ça. Alors, Arméniens vivant dans l'Empire ottoman en 1914 ont estimé à environ 1 800 000, assassinés sur place, 600 000. Voilà, qu'un tiers de la population, ça vous donne le ton. Ouais. Morts en cours de déportation, 600 000. Un autre tiers de la population est mort en déportation, puisqu'ils sont traînés en fait sur des centaines de kilomètres, un petit peu comme les marches de la mort. Peut-être une inspiration, finalement, que vont faire subir les nazis aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ces fameuses marches exterminatoires, puisqu'ils vont traverser quasiment l'intégralité du territoire ottoman sur sa longueur. Certains vont partir de Constantinople pour arriver jusqu'à Adana, donc carrément sur la je sais pas si vous voyez Adana, en fait c'est carrément sur pas très loin d'Alep, au sud de l'Anatolie. Donc vous imaginez que vous traversez quasiment tout le pays à pied. Voilà, évidemment sans nourriture, avec vos fringues, et vous partez avec juste ça sur le dos. Donc 600 000 morts en déportation, et on va à peu près compter 200 000 réfugiés au Caucase, dans le Caucase russe, qui du coup, pendant les conflits, vont émigrer et vont partir dans le Caucase. Les survivants se comptent à peine quelques centaines de milliers, puisque du coup, il y a environ 150 000 qui ont pu rentrer chez eux, environ 150 000 qui, pour le coup, ont été enfermés dans des camps et qui ont survécu au camp ou qui ont été cachés par des locaux, et environ une centaine de milliers qui ont été placés dans des maisons turques ou des orphelinats. Voilà, ce qui fait donc au total environ 600 000 personnes survivantes de ce conflit, donc un tiers, donc les 2 tiers de la population ayant été exterminés systémiquement et systématiquement. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qui a été l'enfer de ces personnes-là, je vais vous lire donc du coup un petit témoignage de Nvart Maokian, qui a été écrit en 1920, qui s'appelle Le Cantique des larmes, qui est publié en 2005. Voici ce qui est décrit et dépeint. Notre caravane comptait 3000 personnes. Après 6 jours de marche, elle arriva à Daldabon, Gümüşhane. Au cours de ce voyage, les Turcs nous avaient pillés. Arrivés à l'étape, les gendarmes et les policiers armés jusqu'aux dents nous attendaient. Nous fûmes emprisonnés dans une écurie où le chef des Tchétas vinrent nous tourmenter par tous les moyens. Les femmes furent fouillées et plusieurs violées. Le lendemain, nous nous mîmes en route, et chaque jour faisant une randonnée de 10 heures, affamés, en loques, nous arrivâmes à Erzincan, où une scène horrible s'offrit à nos yeux. La terre était jonchée de têtes coupées, de membres humains éparses, de chevelures de femmes. Pendant des journées entières, nous continuâmes notre marche en longeant l'Euphrate, dont les eaux lentement charriaient les cadavres humains. Il nous était défendu de nous désaltérer. La rivière coulait tout près de nous, mais malheur à celle qui se penchait pour étancher sa soif. La balle d'un gendarme la terrassait aussitôt. Voilà un petit peu ce qu'ont pu expérimenter les civils et autres en fait hauts fonctionnaires arméniens, puisque du coup tous ont été démis de leurs fonctions et systématiquement assassinés pendant en fait quelques mois, puisque du coup c'est de avril à juillet que les déportations commencent, et le massacre va se terminer à peu près sur le coup de janvier-février 1916, réduisant du coup cette population à peine un tiers de sa population de départ. Pendant que du coup le monde entier s'écharpait à assassiner ses voisins, le peuple turc lui décidait de s'assassiner de l'intérieur, puisque du coup on n'est pas finalement un meurtre et un crime de guerre près. Là du coup ils ont carrément organisé un génocide dans le plus grand des calmes, bien sûr, un génocide qui a été reconnu extrêmement tardivement par l'État turc, puisqu'il n'a été reconnu, si je dis pas de bêtises, qu'il y a quelques années, puisqu'avant même non, il n'a pas été reconnu. Il n'a pas été reconnu, tout à fait. Par l'État turc, non. Voilà. Non, il est reconnu par la communauté internationale, par l'ONU, par un certain nombre de pays, mais là, en fait le problème c'est que la Turquie ne veut pas le reconnaître pour plusieurs raisons, des raisons purement nationalistes, on n'a rien fait, c'est pas nous, et de toute façon si c'était nous ils le méritaient. Des discours particulièrement pondérés et rationnels, comme on s'en doute. Il y a évidemment toute la problématique en plus qui va avec politique de reconnaissance. Parce que la difficulté, c'est que les massacres qui ont eu lieu, en fait, ne concernent pas que les Arméniens. Ils concernent aussi les Assyriens, une communauté un peu particulière qui se voulait descendant des Assyriens de l'Antiquité, qui était une branche du christianisme et qui se situait à peu près dans le point de jonction entre la Syrie, l'Irak et la Turquie actuelle. Les Grecs du Pont notamment, autour de la ville de Trébidon. Les Grecs ont pendant très longtemps habité l'Anatolie. D'ailleurs,
ça aussi, c'est une des raisons qui, je pense, qui joue sur les nationalismes, des deux côtés d'ailleurs. C'est le fait que les Turcs en Anatolie partagent bien plus d'ADN avec les Grecs qu'ils n'en partagent avec les turcophones d'Asie centrale, même s'ils veulent pas le reconnaître, parce que voilà, il y a tout un espèce de problème derrière qui est de dire qu'en gros, si tu reconnais les massacres, le fait qu'il y avait d'autres populations là, ça veut dire que ça donne un droit politique des États qui se revendiquent de ces populations à s'emparer de ces territoires. En gros, tu reconnais de dire que tout l'est de la Turquie, c'est des territoires que l'Arménie pourrait revendiquer. C'est reconnaître que certaines villes portuaires de la côte méditerranéenne ou de la côte de la mer Noire pourraient être revendiquées par la Grèce. Il y a tout un problème comme ça de nationalisme qui a été en plus accentué. Voilà, c'est le début du XXe siècle. Les pays en question sont en train de s'affirmer justement en termes de nation. Et ça va créer des traumatismes déjà des deux côtés, puisque ça veut dire que les populations qui ne sont pas purement et simplement massacrées sont obligées de s'enfuir, pour un bon nombre d'entre elles. Hein. Même si les Arméniens, malheureusement, et les Assyriens ne vont pas pouvoir échapper en grand nombre à leurs bourreaux, il y a d'autres populations comme les Grecs qui vont être massivement déportées. Voilà, la population, typiquement, les populations de la ville d'aujourd'hui, Istanbul, ou des régions d'Andrinople, qui sont à la base des régions quand même très largement, alors pas forcément majoritairement, mais qui sont très largement peuplées aussi par les Grecs, pas seulement par les Turcs. Et aujourd'hui, sont 99% turcs. Quoi. Et inversement, de l'autre côté grec, il y aura aussi des déportations, il y aura aussi... c'est d'ailleurs tout le drame, entre guillemets, de la fin de l'Empire ottoman, c'est qu'il y a cohorte de massacres sur cohorte de massacres, et que ces événements que tu nous as décrits, ils ont encore un impact aujourd'hui sur la politique locale. Pas d'ailleurs qu'en Turquie ou en Arménie, mais aussi dans les pays arabes en dessous, hein, la Syrie, le Liban, l'Irak, avec le problème des Kurdes. Les Turcs à la base avaient aussi l'ambition de faire disparaître, plutôt pour le coup en les turquifiant, c'est-à-dire de les faire disparaître culturellement. Et voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent, qui ont un impact politique très, très concret, très réel aujourd'hui, hein, puisque aujourd'hui la Turquie connaît un gros problème d'identité culturelle justement avec les Kurdes dans le sud-est du pays, qui revendiquent une autonomie politique, qui revendiquent une autonomie économique, voire pour certains l'indépendance. Enfin, il y a plein d'événements politiques maintenant qui font que les Turcs refusent catégoriquement ne serait-ce que de se pencher sur la question, parce que ça créerait une avalanche, une cascade de conséquences, entre guillemets, dans le récit. Ils ont d'eux-mêmes, que leurs voisins ont d'eux, etc. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, donc c'était bien de. Oui, c'est vrai que c'est très chouette que tu aies parlé de ça, Mika. Je sais pas si chouette c'est le terme, mais c'est important. En tout cas, c'est important d'en parler. C'est important. Voilà. Mais oui, on rappelle que notre devoir en tant qu'historien, c'est surtout un devoir de mémoire et de transmettre du passé pour construire un avenir. Donc ça me semblait effectivement important. Tout comme en fait, c'est aussi le but de ces chroniques, hein, c'est de nous remémorer l'horreur qui a été la nôtre et si on veut justement pas réitérer ces erreurs, même si l'histoire pour l'instant ne fait que se répéter. Il est vrai. Pourquoi le génocide s'est arrêté d'un coup comme ça Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pas arrêté techniquement. Enfin, vas-y. Parce que il y a dans la chronique, on a donné, il y a des dates qui ont été données des bornes. Alors j'imagine que ça va être un peu arbitraire, mais pourquoi ces bornes-là vas-y. Le fait est que dès 1915, les autres pays du monde se rendent compte de ce qui se passe. J'avais écouté des transcriptions audio, notamment d'ambassadeurs américains et allemands, qui demandent justement à l'Empire ottoman d'arrêter les massacres, d'arrêter les déportations, etc. Donc il y a une médiatisation qui, même si elle est faible, existe dès 1915, des massacres. Ceux qui commencent petit à petit à créer une réputation. Un peu comme ce qui se passe avec d'autres pays aujourd'hui, ça crée une mauvaise réputation à l'Empire ottoman. Ça commence à... Et même ses alliés commencent un peu à tranquiller en se disant oh, merde, quand même... Gros, même nous on est allemands, on trouve que c'est chaud, tu vois. Calm down un peu, tu vois. Bite.
Oui, et puis il y a aussi. Ça crée une attention médiatique. Et après, il y a le front, très clairement. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on visualise pas, c'est que le front du Caucase, pendant un long moment, il va être plutôt en faveur des Russes, et ils vont justement occuper plusieurs régions historiquement, on va dire, arméniennes, peuplées d'Arméniens. Et ce qui fait qu'en fait, les populations arméniennes sur place vont être accusées de collaborer avec les Russes. Et c'est ce qui, d'ailleurs, quand l'armée russe va finir par être battue, va se replier, que la révolution russe va devenir, il va provoquer les représailles, entre guillemets, que les Turcs vont lancer contre les Arméniens en 17 et en 18. Et après, le problème, c'est qu'à partir de 18, c'est le chaos général, puisque l'Empire ottoman s'effondre, les officiers de l'armée ottomane distribuent leurs armes à la population, forment des milices. Les Arméniens encore sur place tentent de se défendre, fuient d'un côté, de l'autre, puisqu'ils vont être pris en étau à l'ouest par Atatürk et la nouvelle République turque, et à l'est par l'arrivée des soviétiques. Donc c'est la région du Caucase vraiment, et surtout la région de l'est de l'Anatolie, entre la Turquie, l'Arménie, et même un peu l'Azerbaïdjan actuel en tout cas, c'est le bordel le plus infâme. Et faire des cartes et comprendre exactement de qui et où, quand, comment est très très compliqué. Ok. En fait, la date de butoir de fin, j'aurais tendance à dire 1919, les soviétiques arrivent et posent une frontière en faveur de la République turque d'ailleurs. La Turquie actuelle a des frontières plus étendues à l'est que celles de l'Empire ottoman. D'accord, merci. Ok, bah merci beaucoup pour tes précisions, Franck. Mika, je sais pas si tu voulais rajouter. Non, tout à fait. Non, mais c'est exactement ce que tu as dit. Et effectivement, c'est plutôt l'impact international qui aura eu raison, entre guillemets, de ce génocide. Et puis, de toute façon, les 2/3 de la population ont été exterminés en moins d'un an. Ouais. Donc, est-ce que c'est. Comment dire? Effectivement, vu qu'on est enlisé dans une guerre, l'aide internationale arrive pas. Pour certains, il y a des cas isolés où effectivement il y a des civils qui peuvent être sauvés, etc. Mais vu l'ampleur du massacre, ça paraît presque dérisoire, quelques milliers d'âmes qui sont sauvées par rapport aux millions qui ont été envoyés dans Ouais, cet mais enfer. des fois, je pense que c'est aussi ces petits éléments. Un jour, il faudra qu'on fasse un peu micro-épisode sur l'impérialiste japonais qui a sauvé des juifs et le nazi qui a sauvé des chinois. Ouais. Oh. Il y a plein de... il y a- Bah ça tombe bien, il y a bientôt un c'est épisode les- sur la Seconde Guerre mondiale qu'on va faire, donc écoute. C'est des toutes petites touches d'humanité qui font te dire que parfois, même au cœur des ténèbres, il y a des petites flammes qui s'allument. Oh, C'est c'est beau beau, la poésie, tout Ouais, ça. c'est beau, putain, c'est beau. Ouais, j'ai envie c'est de chialer, magnifique, putain. c'est magnifique. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.